Oui, des jeux de Noël, bah bien sûr, on en a plein. Bah alors par exemple, on a Bristol 1350 qui vient tout juste d'arriver. C'est très simple, hein, il va falloir s'échapper de Bristol, nous sommes en 1350 et c'est la peste, en fait, peste noire, peste bubonique, tout ça. Donc il faudra arriver à s'échapper dans les petits chariots, mais vous pouvez attraper la peste. Alors on va la refiler, la peste. Je sais pas si vous savez, mais la peste bubonique, ça fait les boutons comme ça sanguinolents qui éclatent, bah, ça fait très Noël quoi. Qu'est-ce que... Ah ouais, j'ai un truc sympa aussi à vous proposer. Trax, excellent. Alors là, il va y avoir des affaires d'enlèvement, on va enquêter, peut-être des meurtres aussi. Excellent, un petit jeu d'ambiance. Quoi d'autre, ouais, ça c'est pas mal. Piège obscur, alors là aussi le pitch est très sympa parce qu'en fait vous ne savez pas ce qui vous est arrivé mais vous vous réveillez nu dans le noir, dans les ténèbres et autour de vous des créatures rôdent et peut-être qu'ils en veulent à votre âme. Voilà, on a un vrai jeu d'ambiance quoi. Il y a du choix cette année, il y a du choix. La bête, traquant Gévaudan, excellent, bah, c'est excellent, là on va pouvoir jouer la bête du Gévaudan et donc il va falloir commettre des crimes, il va falloir répandre du sang sur le plateau, faire mourir les paysans les uns après les autres, voilà, ça c'est l'esprit de Noël aussi. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Sinon il y en a midi, hein, doux, poétique... Ouais, ça fait pas très Noël quand même. Coucou Antoine, comment va tout le monde? J'espère très bien. Et alors quand même, on tient à vous le dire, les jeux dont on vient de vous parler, on les aime tous du fond du cœur. Déjà vous avez vu que sur la bête, il y a un petit cœur qui est le coup de cœur de la boutique. C'est des jeux qu'on conseille très honnêtement pour Noël parce que c'est des magnifiques cadeaux de Noël. Faut juste aimer les ambiances qui sont pas trop mignons, les petites fleurs, mais c'est des trop bons jeux. Bref, après cette petite mise au point, eh bien on va vous donner les petites infos de la semaine. Déjà, le concours Insta est lancé. Wouh, concours Insta, c'est le calendrier de l'Avent comme un peu tous les ans. Vous avez un jeu à gagner par semaine. Cette semaine, c'est Kiudo qui est en jeu. Donc allez-y, vous avez jusqu'à mercredi prochain. Je sais plus quelle date c'est, le 7 je crois, pour essayer de le gagner. Il y aura d'autres cadeaux qui vont monter en puissance. Wow. Voilà. Autre info, ah oui, question de TTMC en jeu des cartes Bordeaux. Eh bien la réponse à la question de combien nous étions d'employés en octobre 2022, eh bien c'était 5. Oui, il y a un piège, parce que Jeff ne compte pas dans les salariés, il est gérant. Donc en comptant Jeff, oui, on est 6 permanents dans l'équipe, mais Jeff étant le gérant, il n'y a que 5 employés. Antoine, Alex, moi, David, Fanny. T'as dit octobre 2022, mais c'était octobre 2021 peut-être, ou 2019, je sais plus. Bah non, c'est maintenant. Ah ok, d'accord, autant pour moi. Il me contredit en plus. Hop là. La nouvelle question, mes chers amis. Niveau 6. Qui est le plus ancien employé du magasin? Employé, attention. Hein? Et enfin, un focus en fin de vidéo. Et oui, on n'arrête pas de vous gâter. C'est un focus hyper en avance. C'est sur Hiérarchie, un futur microgames de chez Matago qui sortira en 2023. Oui, en 2023. Et dernière info, c'est la tristesse, mais c'est la dernière vidéo qu'on fera cette année 2022. Oh, et oui, ayez pitié de nos âmes. On va rentrer dans le feu, la flamme, la chaleur des fêtes de Noël où on va se faire éclater toute la journée parce qu'on va adorer vous vendre des jeux et vous faire rêver et tout ça. Et donc on n'aura plus trop le temps de faire les vidéos et plus trop l'énergie non plus. On espère que vous comprenez et que vous nous excusez. Donc eh bien on vous dit à l'année prochaine 2023 dans cette vidéo du vendredi. Parce que vous aurez le droit à des petites vidéos qu'on a filmées avant. Donc on triche un peu. Mais voilà. Allez, on commence enfin les nouveautés. Alex? Oui. Salut. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Je suis trop content. Le nouveau unlock. Le nouvel unlock qui est là, il est magnifique. C'est le 11e, sans compter le Star Wars du coup qui ferait 12. On a déjà joué le premier scénario, donc le plus accessible, qui a un effet un petit peu rétro gaming. Univers un peu Castlevania, je trouve un petit peu. On a hâte de tester les prochains scénarios, je pense que vous aussi.
Voilà, c'est les nouveaux unlocks, c'est juste comment dire, une gamme qui ne cesse de grandir à chaque fois. Et on est toujours très impatient, tu vois, là la boîte elle vient déjà d'arriver, j'ai hâte de voir la prochaine boîte, encore comme d'habitude. Voilà, ça c'est pour que dire sur Unlock, si ce n'est que c'est le meilleur moyen de découvrir les escape games en jeu de société. Voilà, c'était tout pour moi. Vas-y Alice. C'est à moi. Eh oui, je vous ai manqué en si peu de temps, bien sûr. Voici Bristol 1350. On vous a fait un focus, chers amis, dessus, avec ma délicieuse assistante Alexandra. Et je vous ai même fait un coup de cœur dans ma vidéo coup de cœur. Oui, Antoine, tu as fait ta pub la semaine dernière, c'est à moi. Allez voir ma vidéo coup de cœur, il y a Bristol dedans, que je vous explique bien plus en détail que ce que je vais vous faire là, qui est un petit pitch. Bristol, ça va être la première boîte, on espère, de la gamme des Black Cities. Donc, on espère que ça va bien marcher, parce que c'est grâce à son succès qu'on aura peut-être la suite de la famille, qui vont être tous sous forme de magnifiques livres. Ce sont que des jeux d'ambiance, on va dire, ambiance quand même un peu joueur, sur des thèmes de ville. Donc là on a Bristol, il y a Salem, il y a plein de trucs comme ça. Donc, dans cette boîte, nous avons un vrai livre. C'est pas magnifique. Voilà, déjà pour ça, il le faut. Et ici, ça va être un jeu d'ambiance, de rôle caché, de bluff, de guessing, de saleté. Voilà, on va se faire des sales coups. On fuit Bristol qui est infecté par la peste. On va tous partir dans des petits chariots comme ça, donc chacun son petit pion. Et on va essayer d'être le premier chariot à fuir de Bristol et surtout de n'avoir personne d'infecté dans votre chariot. Oui, parce qu'au début, on est tous sains dans nos corps et dans nos âmes, mais au fur et à mesure de la partie, on va piocher des cartes symptômes qui pourraient nous contaminer. On peut avoir des symptômes et ne pas être contaminé. En gros, on va avoir des cartes de valeur dans notre main. Si à un moment on atteint 6, on est contaminé. Mais il ne faut pas le dire, parce que si vous êtes contaminé, les autres ils vont vouloir vous virer du chariot. Voilà. Mais du coup, si vous êtes contaminé, vous allez essayer de contaminer tous les autres, parce qu'il n'y a que comme ça que vous arriverez à gagner. Et donc, ça va être tout un jeu où à votre tour, vous allez lancer les dés. Les dés vont vous donner les couleurs que vous pourrez retrouver sur les chariots, donc le rouge, le blanc et le marronasse. Et en fait, toutes les faces font avancer d'autant de cases. Donc par exemple, si j'avais ces deux-là, on avancerait de 2 le chariot rouge. Mais si vous avez au moins 2 rats de votre couleur, et c'est là où vous allez piocher des cartes symptômes supplémentaires dans le chariot rouge. Donc du coup, vous allez pouvoir lancer des dés, en relancer pour essayer justement de vous relancer les dés rats qui vous arrangent pas et donner des rats aux autres. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi jouer des cartes de remède qui sont en gros des cartes actions qui peuvent soit vous permettre de relancer plus de dés ou en défendre justement pour que les gens vous enlèvent pas vos pommes qui sont des avancements sains, on va dire. Ou alors, encore mieux, vous pouvez faire des actions. Les plus drôles, c'est de sauter dans le chariot devant vous pour essayer de du coup rattraper ceux qui sont le plus en avant. Vous pouvez aussi jarter quelqu'un de votre chariot tout simplement parce que justement vous pensez qu'il est contaminé. Et vous avez donc les cartes remèdes aussi qui par exemple le fouet. Le fouet, vous pouvez le jouer quand quelqu'un essaye de rentrer dans votre chariot et vous faites non, tu sors de là, tu rentres pas dans notre chariot, sale pestiféré. Et voilà. C'était convaincant, n'est-ce pas? Et donc c'est une course, c'est super tendu, il y a du bluff tout le temps. Et voilà, c'est une gamme que j'aime de tout mon cœur et je suis très contente qu'elle soit enfin arrivée. C'est un jeu donc d'ambiance de normalement... Oui, de 1, oh, je connais pas la variante solo par contre. De 1 à 9 joueurs à partir de 12 ans. Oui, peut-être pour le thème. Et 20 à 40 minutes, plus on est nombreux, plus c'est long. Parce que le temps que tout le monde jette les dés. Voilà, et c'est édité par Lucky Duck Games. Allez, à toi Alex encore. Et on continue avec une nouvelle nouveauté qui vient d'arriver. C'est Settlement. Settlement, c'est un jeu de Alexandre Nevsky. Je suis désolé. Nevsky, oui, je tente des trucs. Je dirais. C'est à partir de 10 ans, c'est des parties d'environ 1 heure et on va dire que c'est pour 1 à 4 joueurs. Je dis on va dire que parce que j'essaie de m'en rappeler. Mais c'est bien de 1 à 4 joueurs, je sais, j'y ai joué en solo. C'est un jeu dans lequel on va retrouver un peu de placement d'ouvriers, de jeu de gestion de ressources. L'idée c'est d'avoir le plus de points de victoire. C'est un jeu qui va durer en fait 6 manches. On a ici en fait un compte de tours, un compte de manche. Du coup, à chaque fin de manche, on va avancer le marqueur. Dès qu'on arrive au 6e tour, 6e manche, du coup, on va mettre fin à la partie. Celui qui a le plus de points l'emporte. Ici, on va avoir donc dans la mise en place un plateau qui est commun à tous les joueurs sur lequel on va avoir des héros qu'on va pouvoir recruter, on va avoir des bâtiments qu'on pourra construire et des zones aussi un peu à explorer.
Chaque joueur va avoir un petit plateau personnel. Alors, pour une raison que j'ignore, je ne sais pas pourquoi, ce cadre-là, ils l'ont mis en plein milieu sur le plateau qui est pour moi le plus important, parce que c'est le plateau joueur en fait. Donc c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis ça là, mais bon, on va essayer de faire avec du coup. Vous avez un plateau joueur sur lequel vous aurez votre stock de ressources qui est, on va dire, limité. Vous avez vos petits ouvriers qui sont placés ici, et vous avez normalement ici au milieu 3 zones qui sont des zones d'exploration pour niveau 1, niveau 2, niveau 3. On va avoir sur le côté justement des rappels d'actions, sauf que je trouve un peu dommage qu'il les masqué. Il y a 4 actions possibles, vous avez du combat par rapport à des monstres qui vont apparaître quand vous allez notamment explorer, c'est une autre action. Vous allez notamment pouvoir construire des tours pour protéger ces différentes zones que vous aurez explorées. Et ensuite vous avez la collecte de ressources qui va se faire sur l'alignement de vos constructions. C'est important de construire dans certains endroits. Donc comment se passe un tour? À mon tour de jeu, je vais pouvoir utiliser mes ouvriers, j'en utilise X dépend en gros de là où vous allez vous poser en fonction de l'action. Certaines actions vont vous coûter un peu plus d'ouvriers, mais globalement je vais dépenser on va dire à 3 ouvriers pour soit aller explorer, soit construire des maisons, soit récolter en fait. Tout ça pour en fait générer des points de victoire, puisqu'en fait on peut générer des points de victoire notamment quand on récupère des trésors, donc ce sont des petites pièces qui elles rapportent de l'argent. D'autres ressources peuvent rapporter des points de victoire, mais il faudra pour ça construire des bâtiments en conséquence. Donc vous construisez un bâtiment qui vous permettra de transformer certaines ressources en points de victoire. Les monstres que vous allez rencontrer vont pouvoir être vaincus et notamment vous remportez aussi des points de victoire. Ce qui va aussi vous permettre de rapporter des points de victoire et des petits bonus à droite à gauche, ça va être de recruter des héros qui eux ont un coût en fait en ressources. Une fois que vous les aurez recrutés, ils vont vous donner des petits bonus. Et en plus de ça, à chaque début de manche, vous aurez la possibilité de choisir un artefact parmi plusieurs. Il y a toujours un nombre d'artefacts égal au nombre de joueurs plus 1. Vous en choisirez un au début de chaque manche. Ça vous octroie aussi un petit bonus particulier. Donc on est sur un jeu où mécaniquement, on a déjà vu ça dans plusieurs jeux, si ce n'est que là, en fait, tout s'imbrique parfaitement très bien. Le placement d'ouvriers est très ingénieux parce qu'en fait, c'est du placement d'ouvriers qu'on fait essentiellement sur son plateau, donc on n'est jamais bloqué par les autres joueurs. Il faut juste essayer de l'optimiser au mieux parce que si jamais il me reste un ouvrier et que j'aurais aimé faire une action qui m'en coûte 2, bah, du coup, je suis obligé de me repartir sur une action qui me coûte un ouvrier et qui n'est pas forcément intéressante pour moi. Gérer les ressources ici parce que notre stock n'est pas illimité. Bref, un petit jeu qui fonctionne très très bien, surtout en solo. Moi j'y ai joué, je trouve qu'il fonctionne assez bien, on vit une belle aventure. Je pense qu'à plusieurs, ça peut être intéressant d'essayer d'acheter des bâtiments qui peuvent intéresser les autres joueurs pour plus les bloquer. Voilà pour Settlement, un nouveau jeu qui vient d'arriver à la boutique et on enchaîne avec Antoine. Salut à tous, on enchaîne sur Eleven. Alors j'ai beaucoup de frustration puisque j'ai eu du mal à trouver beaucoup d'infos à vous dire sur ce jeu, mais j'y joue probablement au moment où vous regardez cette vidéo, en tout cas j'y joue le vendredi après, donc peut-être que je pourrais vous en dire quelque chose plus tard dans d'autres vidéos, même si on va faire peu de vidéos sur cette fin d'année. Je vais quand même essayer de vous en parler du mieux possible. Alors déjà, pourquoi Eleven? Eh bien d'après mes connaissances footballistiques, parce que le jeu est sorti au mois de novembre, le 11e mois de l'année. Ben oui, bien sûr. C'est ça, hein. Donc Eleven. Ok, donc Eleven, un jeu sur le football, ou plus précisément, un jeu de management de football. Donc ça fait clairement écho à Football Manager, auquel j'ai quand même pas mal joué dans les années 2000. Je trouve que les jeux de gestion dans l'univers du sport, c'est toujours hyper intéressant parce qu'il y a énormément d'aspects à gérer, notamment dans le football où... moi j'ai un peu cet aspect un peu collectionniste avec alors j'achète, je revends, celui-là il a des bonnes stats, c'est un peu comme les Pokémon en fait, hein. Bon, que va-t-on faire dans Eleven? On peut jouer en solo, on va pouvoir jouer jusqu'à 4 personnes, c'est des parties d'environ 1 heure, 1 heure et demie, plutôt 1 heure et demie, 2 heures pardon. On va jouer en 6 jours, donc c'est 6 manches, en gros c'est du lundi au vendredi, après il y a le week-end, en gros une 6e manche. Et ça va être un petit peu scripté puisque à chacune des manches il va y avoir des événements différents. Alors la première manche, il va y avoir une phase de conseil. En gros, on va tirer une carte qui va nous donner des choix. Il y a un petit aspect narratif, c'est sympa. Même si, évidemment, les choix, vous avez immédiatement vu sur les impacts qu'ils vont avoir sur votre gestion. Gestion qui va être la gestion de votre stade. Évidemment, vous allez pouvoir recruter et vendre des stars et des, comment on appelle ça, des nouvelles recrues, des stars en devenir. Vous allez pouvoir payer du staff, vous allez pouvoir entraîner vos joueurs, etc. Vous allez pouvoir les positionner sur le plateau pour créer votre stratégie, puisque ensuite toute la semaine, on va faire toutes ces actions de gestion et le week-end, il va y avoir le ou les matchs. Suivant les modes de jeu que vous avez choisis, tout ce que je viens de vous dire peut varier.
On a tous un plateau sur lequel on va avoir les différentes jauges, les différentes ressources. Donc en gros, vous avez votre quantité de fans, vous avez votre quantité de revenus, vous avez votre quantité de staff, en gros. Et vous avez ce qu'ils appellent le fitness, c'est des points d'entraînement, en gros, va-t-on dire. Sachant que tout ça, en début de partie, va être asymétrique, puisque en début de partie, vous allez drafter des leaders, oui. Vous allez drafter des directeurs et directrices qui vont créer un petit peu d'asymétrie, qui vont vous donner des bonus de départ qui ne seront pas les mêmes d'un joueur sur l'autre. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt thématique aussi, je trouve. Par exemple, eh bien, vous pouvez avoir une équipe avec une énorme fanbase, parce qu'elle a connu son heure de gloire, mais vous avez peut-être un peu moins d'argent et peut-être un stade en moins bon état. Et heureusement, grâce à cette fanbase, vous allez pouvoir arriver à vous en sortir. Ou au contraire, par exemple, vous avez un stade tout pourri et peu de fans, mais il y a un Qatari qui vous a racheté, et ouais, vous avez plein d'argent. Voilà, ça va vraiment créer des trucs un petit peu asymétriques comme ça. Vous allez avoir tout un tas d'extensions. On les voit ici. Vous avez l'extension stade, tout est dans le titre, de toute façon, je vais pas vous blablater, qui va mettre l'accent sur la gestion du stade qui est déjà présente dans le jeu, mais ça va la pousser un petit peu plus loin. Les joueurs internationaux, parce que là, jusqu'ici, on considère que vous avez des joueurs français, a priori. Hop là. Alors vraiment, je fais avec les infos que j'ai trouvées sur internet, j'aimerais vraiment pouvoir vous en parler plus dans les détails. Coupe internationale, ça va rajouter des matchs, évidemment. On va avoir les événements inattendus. Alors, les événements inattendus, c'est des cartes qui vont créer un petit peu de chaos dans le jeu. Sachant que déjà, dans le jeu, vous allez quand même énormément gérer avec le hasard. Parce que vous allez avoir des cartes, comme je vous l'ai dit, que vous allez tirer au hasard qui vont vous donner des choix. Mais des fois, la carte que vous allez tirer, elle vous donne que des choix qui vous arrangent pas forcément. Ou au contraire, des fois, vous avez un joli coup de bol et ça vous propose des choses qui tombent pile dans votre stratégie. Et également, le hasard, on va pouvoir le subir au niveau du marché des joueurs. Peut-être que des fois, vous avez besoin d'un bon attaquant et mince, il n'y a pas de bon attaquant, du coup, vous allez devoir prendre un débutant, le former, tout ça. Et pour terminer, la campagne solo, sachant que dans le jeu de base, on peut déjà jouer en solo, il y a déjà une petite campagne solo, mais ici ça va vraiment pousser l'expérience plus loin. Voilà donc pour Eleven, à nouveau j'aurais aimé pouvoir vous en dire plus, on sent que ça en a dans le ventre, moi il me tarde vraiment d'y jouer, pourtant je vous le dis, je suis pas un méga fan de football, mais je trouve que c'est vraiment des thématiques qui sont hyper intéressantes. Passons, hop là, juste par ici. Et retrouvons Suburbia dans cette magnifique réédition, donc un jeu Bézier Games et Lucky Duck Games, avec désormais des petits rangements Game Trays. Moi j'aime bien quand il y a ce genre de choses dans les boîtes. C'est un jeu de Ted Alspach et c'est un jeu, et même j'ai envie de dire, c'est un peu le jeu de gestion de ville à la SimCity. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez construire votre ville tuile par tuile, c'est un jeu de poste de tuiles avant tout. Ces tuiles elles sont dans un marché, il y a des tuiles qui coûtent pas trop cher, puis qui coûtent de plus en plus cher. Vous allez pouvoir donc récupérer ces tuiles, les placer connexes les unes à côté des autres pour agrandir votre ville. Quand vous placez une tuile, en elle-même, elle va activer un effet et les tuiles qui y a autour peuvent activer un effet. Donc les tuiles en elles-mêmes vont avoir une condition pour voir si elles sont activées lorsqu'il y a une autre tuile qui vient se mettre autour d'elle. Donc évidemment, vous allez vous arranger pour déclencher ce genre d'effet le plus de fois possible. Vous allez donc générer des points en jeu, vous allez générer des points grâce à un objectif personnel qui vous est donné en début de partie, et il y a également des objectifs communs, publics, à tous les joueurs. On va également avoir la gestion de deux ressources, de jauges, là aussi. Vous allez avoir d'un côté évidemment les pépettes, l'argent, la thune, le blé, la monnaie. Attention, quand vous produisez de la monnaie, c'est génial, vous allez voir augmenter évidemment votre production de monnaie. Pour augmenter votre production de monnaie, on va construire des usines, on va construire des complexes industriels, tout ça. C'est vrai, ça apporte plein d'argent, mais en termes d'attractivité, c'est pas génial. Et l'attractivité, c'est important. Pourquoi? Parce que la deuxième jauge, c'est la population, c'est l'attractivité en elle-même qui va influer sur la population. Parce que au bout d'un moment, si chez vous c'est tout pollué et qu'il n'y a que des usines, ça va peut-être pas attirer énormément de monde, quoi. Et en même temps, si chez vous c'est juste des parcs à perte de vue pour attirer les gens, s'il n'y a pas de boulot, les gens ils vont pas venir et vous aurez du mal à développer vos infrastructures parce qu'il y a un moment il faut bien générer de l'argent. On est vraiment dans du SimCity, on est vraiment dans ce genre de jeu très plaisant. Évidemment ça se joue en solo à l'image de la plupart des jeux de construction et de gestion de ville, il ne déroge pas à la règle. C'est un jeu qui était sorti en, je crois que je dirais il y a plus ou moins 10 ans. Oh oui. Je vais me risquer à dire une date, 2012 ou 2015, quelque chose comme ça. Voilà, j'espère que je dis pas une bêtise. Donc c'est Suburbia de Ted Alspach. Actu JDR, c'est la dernière fois que je chante ça de l'année, normalement. Ok, cette semaine, nous avons un nouveau supplément
pour Hawkmoon. Hop là, vais-je arriver à vous le montrer? J'espère, le voici. C'est Résistance, donc le premier supplément. Que va-t-on trouver dans ce supplément? Des portraits et caractéristiques de protagonistes, de personnages en fait importants de la saga de Moorcook. On va trouver de la description, là ça va te faire plaisir Alex, de la société Grand-Bretonne. Les Grands-Bretons, l'Empire Grand-Breton. Ce sont les grands méchants, les grands antagonistes de cet univers. Bref, beaucoup de lore, beaucoup d'univers, de panoramas, et bien sûr un scénario qui va quand même permettre de mettre tout ça en scène, un long scénario donc qui peut être joué, je suppose, en plusieurs fois, a priori, me semble-t-il. Juste à côté, nous allons avoir les Chroniques de l'étrange. Alors ils ont précisé Hong Kong, je ne sais pas pourquoi, puisque les Chroniques de l'étrange, je vous le dis, ça se passe à Hong Kong. Alors là, je suis particulièrement heureux. Pour moi, c'est un peu la sortie JDR de la fin d'année. En tout cas, c'est ma sortie JDR de la fin de l'année. Je vous explique pourquoi. C'est un ouvrage de Romain Dussier et Cédric Lamère. Il faut savoir qu'à la base, Les Chroniques de l'étrange, c'est une trilogie de romans, donc de Romain Dussier. Je suis à fond dedans. Je viens de terminer le premier tome qui s'appelle Les 81 frères. Je vous le recommande chaudement. C'est très sympa à lire. Et bien, ça va me permettre d'introduire un petit peu l'univers. Ça parle donc des Fatsi. Donc en gros, on est à Hong Kong, on est dans l'époque contemporaine. Et les Fatsi ou Fatchi, ce sont des exorcistes, devins et autres taoïstes connectés au monde spirituel qui combattent les créatures néfastes du monde spirituel. En gros, qui combattent ou qui aident, parfois. En gros, considérés que ce sont des sortes de super exorcistes modernes, bien qu'ils soient connectés aux puissances antiques et traditionnelles de la Chine. Voilà en gros pour l'univers. On va pouvoir bien sûr incarner ces Fatchi qui vont être chacun reliés à l'un des 5 éléments de la tradition chinoise, et chaque élément est en gros une classe, on va dire, pour faire simple. Par exemple, le héros, je pense que c'est lui, des Chroniques de l'étrange, les bouquins, lui c'est plutôt l'élément feu, c'est un exorciste. Donc on va retrouver tout ça dans Chroniques de l'étrange Hong Kong, qui n'est pas venu tout seul, qui est venu, hop là, avec son écran. Alors l'écran, je vous le montre rapidement double face. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, mais il est vraiment très joli. Je le trouve vraiment très beau. C'est très poétique, en même temps c'est très urbain, et c'est vraiment ça l'univers des Chroniques de l'étrange. C'est édité par Entremonde, et donc là à nouveau je suis heureux, puisque Entremonde, ce sont les personnes qui nous ont proposé jusqu'ici Night, et Dieu sait que à la boutique, on adore Night, c'est pas une surprise si vous nous suivez depuis un moment. Je vous montre rapidement les pages. C'est joli, c'est bien mis en page. Alors je l'ai pas encore lu parce qu'il vient d'arriver, mais enfin ça donne très envie. Il y a énormément de places, il y a énormément de pages qui sont complètement dédiées à l'univers. C'est tant mieux parce que l'univers, malgré qu'il se déroule dans notre monde contemporain, eh bien il est très lié au monde spirituel. Il y a énormément de choses à savoir, et puis ça se situe à Hong Kong quand même, donc c'est quand même important pour nous d'avoir le contexte, parce que c'est pas évident pour des Européens, pour des Français, d'avoir tout le contexte hongkongais. Quand on lit les livres, c'est très bien cadré, et c'est tant mieux, parce que sinon ce serait difficile de s'y retrouver, notamment sur les noms des villes, des quartiers, etc. Et je vois qu'on a été pris par la main à ce niveau-là. Voilà, c'est dommage, j'ai pas beaucoup d'illustrations à vous montrer, et pourtant les illustrations sont très sympas. Alors ici on a une grosse bébête moche, mais on a aussi des personnages très cool comme ceci. Je vais le lire, je vais très certainement le lire, celui-ci, Les Chroniques de l'étrange Hong Kong. C'est ma petite sortie jeu de rôle de la fin d'année. Et pour terminer, nous avons reçu les plans des villes et hop là, le kit du meneur pour Brancalonia. Donc vous allez avoir l'écran du jeu en 3 volets. Vous allez avoir le plan des villes majeures de Brancalonia. Et voilà, tout simplement, pour 30 €. C'est le petit gadget du MJ qui fait plaisir pour le jeu de fantasy spaghetti dans l'univers, plutôt dans les règles de Donjons et Dragons. Et on passe à la suite. Chin, santé. Bienvenue dans Invino Morte. Quelle intro magnifique. On aurait dû en faire un sketch, mon gars. Alors, Invino Morte, le nouveau de chez les Microgames de Matago, dans la petite collection des multis. Donc là, ça va être de 3 à 9. C'est le premier qui se joue à aussi nombreux. C'est très simple de pourquoi. Eh bien parce que c'est un jeu de bluff et de guessing. Pas de rôle caché, mais voilà, il faut être, plus vous êtes nombreux, plus c'est drôle, bien évidemment, parce que vous allez vous lancer des œillades méfiantes les uns aux autres pendant toute la partie. C'est très simple, on va avoir 2 types de cartes dans la partie. Vous allez avoir du vin et du poison. Mais sauf que nous, pauvres joueurs que nous sommes, nous ne connaissons que le dos de la carte qui est du vin, toute somme parfaitement normale. Et donc on va avoir un serveur qui va tourner
chacun notre tour être serveur, et lui, il va pouvoir distribuer aux gens, lui en dernier, on est poli quand même, des cartes, et il va choisir qui est-ce qu'il empoisonne, qui est-ce qu'il empoisonne pas. Évidemment, c'est imposé, hein, le nombre de poisons et de vins que vous mettez en jeu en fonction du nombre de joueurs. Donc voilà, il va distribuer, puis il finit par lui. Et là, en commençant par son voisin de gauche, eh bien, on a le choix entre deux actions, qui sont, allez, on y croit, on révèle notre carte en bois, en espérant que ce soit pas du poison, sinon on est éliminé. Ou alors, on se dit, je sens que ça pue des fesses là ce qu'il m'a donné, parce que je crois qu'il m'aime pas trop, ou que la dernière fois j'avais volé son fromage dans le frigo et qu'il m'en veut encore. Donc du coup, je vais pouvoir échanger avec quelqu'un d'autre. Je peux échanger avec le serveur hein, si on veut, hein, mais je peux échanger avec n'importe qui d'autre sans jamais regarder ma carte. Hop, on échange et on continue comme ça. Et on va pouvoir faire qu'un seul tour de table. Donc vous échangez, ce sera votre seule action du jeu. Vous savez pas trop ce que vous avez pris devant vous. Hein. Des fois, on va vouloir échanger avec le serveur parce qu'on se dit, bah, le serveur, il va pas se servir un verre de vin empoisonné, ce débilos, donc il s'est forcément donné du vin propre. Mais sauf que le serveur, peut-être qu'il s'est dit que vous diriez ça et que vous allez échanger avec lui alors que c'était du poison. Voilà, en gros, vous avez saisi le jeu. C'est que de la grosse tension et de mais toi, tu m'aimes pas. Oui, mais peut-être que tu as pensé au fait que je t'aimais pas et que tu m'aimes. Voilà, des choses comme ça. Sachant que Matago va publier une petite vidéo qui parle d'une variante que vous pouvez rajouter. C'est avec du fromage. Et oui, le vin, le fromage, hein, on sait très bien. Je bois pas de vin, mais je mange du fromage, donc j'adore. Vous prenez des petits cubes, n'importe quoi qui puisse représenter ces petits morceaux de fromage. Il y en a un certain nombre à mettre en jeu en fonction du nombre de joueurs. Et ces fromages, eh ben, le serveur peut aussi les distribuer. Et à votre tour, ça, vous pouvez soit boire, soit échanger votre carte, soit prendre un morceau de fromage à quelqu'un. Vous pouvez pas en avoir plus de deux devant vous. À quoi ça sert le fromage? Et bien en fait ça inverse totalement tout. C'est-à-dire qu'à la fin, si vous buvez et que c'était du vin pur devant vous mais que vous aviez un fromage, bah, ça devient du poison. Alors que si vous buviez du poison et que vous aviez un fromage, ça devenait du vin. Donc, vous voyez le niveau de la gaissitude de... Alors, je pense que tu as fait ça, mais je vais contre-penser que... Voilà. Donc, c'est un jeu d'ambiance où vous allez vous flinguer le cerveau à essayer de... C'est tout simple, hein, vous avez rien comme règle, mais vous flinguez le cerveau d'essayer de deviner ce que les autres ont pensé et ont fait. Voilà une Vino Morte. Ensuite, on enchaîne avec... Ah, ça, les nouveaux puzzles de chez Yellow. Donc, on en a un par David Sosella. Une magnifico fresque un peu chinoise, je dirais. Hop, on a... Ça rentre pas. Un puzzle par Marlène Baube. Hop là, à l'endroit, c'est mieux. Voilà, magnifique dragon, j'adore les couleurs. Hop, et enfin, par Sébastien Ferraud, une magnifique chouette avec plein de yeux sur ses ailes, on dirait un pan chouette. Un pan chouette. Bref, voilà les trois derniers de la gamme de chez Yellow, des puzzles 1000 pièces. Ils ont un format classique, hein, vous en faites pas, ils ont voulu faire un petit format de boîte original. Et enfin... Piège obscur que mon cher collègue Antoine vous a pitché dans l'intro. Piège obscur, c'est un jeu d'ambiance, littéralement d'ambiance, parce que vous avez aussi une bande son qui est disponible gratuitement, donc de Piège obscur, qui va vraiment participer à vous mettre l'ambiance. Vous êtes réveillé tout nu dans un labyrinthe sombre, très sombre, et vous avez juste une bougie. La bougie, c'est votre jeton en fait. Votre but, c'est de trouver 4 clés et de vous retrouver au même endroit pour sortir de ce labyrinthe. On va avoir le temps de cette bougie. En fait, vous allez explorer au fur et à mesure le labyrinthe, mais à chaque fois que vous allez avancer, ben, votre bougie va éclairer les cases autour de vous. Et les cases que vous éclairez vont apparaître, et donc ces cases-là, vous allez les prendre dans cette bougie-là, c'est un présentoir. Et en fait, c'est du gadget, mais visuellement, c'est très parlant. Au début, c'est plein de tuiles, mais au fur et à mesure que vous les posez, ça se vide, comme la flamme d'une bougie, la cire d'une bougie se vide. Si à la fin, vous n'en avez plus et que vous n'avez pas réussi à avoir les clés et vous retrouvez au même endroit, vous êtes piégé dans ce labyrinthe à tout jamais, et très sûrement vous allez crever très vite, je vous le dis, parce qu'il y a des sales créatures qui rôdent dans ce labyrinthe. Donc le principe est vraiment génial. À votre tour, vous vous déplacez et là où vous atterrissez, vous éclairez toutes les cases qui sont autour. Donc lui par exemple, quand il est ici, il doit éclairer là, là, là et là.
Sauf que après il va avancer. La case la plus loin sera plus éclairée. Du coup, elle va être défaussée définitivement du jeu. Mais là où il aura avancé, il va en révéler des nouvelles autour de lui, donc il va en piocher ici. Donc, déjà, vous voyez qu'on engrange la bougie hyper vite. Déjà, un déplacement, vous perdez une tuile et vous en reprenez 3 quasi de ici. Mais en plus, les tuiles que vous enlevez, elles s'enlèvent totalement. Et si quelqu'un repasse par le même endroit, ce sera plus du tout les mêmes chemins que vous trouverez, puisque la tuile que vous avez enlevée, elle est balancée, ce sera une autre qui viendra. Et en plus, vous allez découvrir aussi des fois des monstres. Alors il y a plein de monstres différents dans le jeu, donc plein de niveaux de difficulté différents. Au début, vous jouez avec un seul type de monstre, mais il y en a, je crois, jusqu'à 5 monstres différents avec chacun leurs effets. Par exemple, il y a un monstre, vous révélez, si à un moment, donc le monstre de base, si à un moment vous déplacez, le monstre a capté un mouvement et il va foncer tout droit. Et en gros, imaginez, il était là, vous avez fui par là, et ben hop, il va faire... Et tout ce qui était sur sa ligne ici, c'est chopé. Alors on espère qu'il n'y a personne, mais si il y a vous, parce que vous êtes mal déplacé, ou un pote, eh bien il va se faire attaquer par le monstre et sa bougie va tomber. Ça veut dire que tout ce qui est autour de lui tombe dans le noir, puisque sa bougie n'éclaire plus. Et là, soit ce gars qui a été aveuglé décide de continuer son exploration, mais il découvre les tuiles au fur et à mesure, il ne peut pas anticiper sur quoi il va tomber. Soit il attend tranquillement qu'un de ses potes vienne sur une case adjacente et lui rallume sa bougie. Ce qui va faire perdre beaucoup de temps et beaucoup de tuiles, le temps de réexplorer jusqu'à son poteau. Donc voilà, le petit twist aussi qui est sympa, c'est que si vous êtes ici, vous éclairez là, 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 mais aussi ici. Mais en fait, ce ici, c'est là-bas. Et oui, tout est lié les uns aux autres, donc ça fait vraiment une dimension hyper intéressante et vraiment un peu folle. C'est vraiment le labyrinthe of madness, vous voyez le genre. Donc vraiment, je trouve ça génial, l'ambiance est oufissime, et en plus avec la musique, je pense que ça peut donner un truc de malade. C'est par Mahon, Chan et Saunders, et c'est édité chez Yellow, c'est à partir de 14 ans je pense, pour l'ambiance bien creepy quand même, de 1 à 5 joueurs et pour 50 minutes de partie. Voilà, c'était Piège Obscur pour petit rappel. J'en avais parlé dans mes coups de cœur de Cannes 2022 et voilà, il est enfin ici. Allez, je laisse Antoine. Ah oui. Micro s'il vous plaît, merci. C'est très gentil de votre part. Vous avez envie de faire le casse du siècle, vous adorez les jeux d'enquête, vous en avez marre d'attendre le retour de Alice is Missing. Voilà, vous inquiétez pas, déjà Alice is Missing va revenir là, bientôt. Mais sinon, en attendant, vous pouvez jouer à Opération Eclipse, le casse impossible. C'est une gamme qui commence avec cette boîte qui s'appelle Mission en temps réel. Et franchement, je ne peux pas mieux récapituler Mission en temps réel que vous dire que vous allez faire des missions en temps réel. Tu suis Alex? Okay, ouais, je crois, ouais. Ici, il y a une cyberattaque mondiale qui paralyse le monde. C'est une cyberattaque due au cartel Zipacna, de terribles criminels. Eh bien, il se trouve que ces gens-là tirent leur fonds d'une banque. Et nous, on va faire le casse de cette banque, en fait, tout simplement. On casse la banque, on prend tout l'argent, plus de cyberattaque. C'est simple. Ok. Tout ça, vous allez l'organiser grâce à votre téléphone, puisque c'est un jeu, vous allez jouer via Telegram et WhatsApp, au choix. D'où le côté un petit peu Alice is Missing, puisque ça va se faire essentiellement à l'écrit. C'est le genre de jeu où il n'y a pas besoin d'apprendre les règles. On est aussi encore un petit peu dans du Alice is Missing ou un petit peu à la Unlock, quoi. C'est-à-dire vous ouvrez la boîte et vous savez que 5-10 minutes plus tard, vous êtes dans le plaisir de jeu immédiat. Bon, Alice is Missing, il y a un petit peu de préparation avant. Mais là, pas du tout. Vraiment, vous ouvrez la boîte et à partir du moment où vous ouvrez la boîte, c'est parti. Il va y avoir bien sûr du matériel de jeu qui est fourni, comme vous pouvez le voir ici, avec des illustrations, avec des plans. Et vous allez pouvoir donc préparer tout ça via l'appli. Sachant que c'est un peu vous qui allez décider quand est-ce que vous allez lancer l'opération. Donc en gros, vous avez du temps qui vous est imparti. On est sur du 90 minutes. Et on peut très bien préparer ça pendant 3 quarts d'heure. Et ensuite, l'autre 3 quarts d'heure, c'est l'action. Et là, il va se passer plein d'événements suivant un petit peu ce que vous avez préparé, comment vous avez organisé votre casse. Ou au contraire, tout organiser pendant 1h20. Et les 10 dernières minutes, il faut que ça passe. Mais vous avez 1h20 pour tout préparer. Donc normalement, ça devrait le faire. On espère. Ah, voilà, vous avez un petit peu géré votre temps. Ou au contraire, vous vous préparez en 1 quart d'heure et vous dites on verra bien, on aura bien le temps de faire avec les imprévus. Vous avez vraiment géré votre temps comme ça et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire que le jeu vous dit débrouillez-vous. Et votre expérience de jeu, celle que vous allez avoir avec vos joueurs autour de la table avec cette boîte, ça va être vraiment votre expérience de jeu. Je pense que c'est ça qui va être très intéressant dans Opération Eclipse. Donc voilà, on va chacun avoir son personnage avec ses petites compétences, tout ça. Moi, il est vraiment certain que je vais jouer Dante, le hacker.
Oui, c'est obligatoire. D'habitude, quand je joue Dente, je détruis des bâtiments dans Night. À cœur, c'est bien. Il ne faut pas tout le temps détruire des bâtiments, c'est pas possible. Donc voilà, hop là, c'est Opération Eclipse, le casse, impossible. Sommes-nous derrière le comptoir? Oui. Nous allons derrière le comptoir. Yo. Et nous voici derrière le comptoir pour Derrière le comptoir. Antoine, à toi l'honneur. Eh bien, on va commencer avec ça. Oui. D'accord, on va commencer avec ça. Il y a des petites nouveautés Magic. Ils ont enfin compris que ça pouvait être sympa de faire des commanders qui coûtent pas 70 €. Et ben voilà, on a des petits commanders, c'est bien pour commencer le format. Alors on a quoi? Vous voyez, voilà déjà la taille a changé. Donc nous, en termes d'espace de stockage, nous sommes heureux, mais ça c'est un détail. On va évidemment retrouver les 5 couleurs classiques. Alors on commence par les couleurs pas ouf, hein, le rouge et le vert. Oh, je vois pas trop l'intérêt. Après il y a quoi? Du blanc et du vert. Allez, admettons, pourquoi pas. On est sur du pourquoi pas. Après, du noir et du rouge. Ça commence à être un petit peu intéressant, c'est pas mal. Là, on est dans de la beauté déjà. Hein. Du blanc et du bleu, c'est magnifique. Évidemment, on termine avec les 2 vraies couleurs du jeu. Les autres couleurs sont plutôt là pour apprendre à jouer. Et une fois qu'on sait vraiment bien jouer, on joue avec ces 2 couleurs-là. Voilà. C'est la pire explication de Magic que j'ai jamais fait de ma vie. Mais vous savez que les commanders sont là. Il n'y a pas que du Magic. Cette semaine, il y a également du Yu-Gi-Oh! Avec le monde ténébreux des decks de structure. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Parce que, à part de vous dire que ce sont des cartes avec dedans des personnages du monde ténébreux et que ça va être super bien si chez vous, vous avez déjà des cartes du monde ténébreux. C'est le monde ténébreux. Nous avons également... Ah là, tu vas pouvoir parler là. Là, je suis content. Là. On a reçu One Piece. Nous avons reçu One Piece. One Piece, le jeu de cartes à jouer et à collectionner, qui vient donc avec ces 4 magnifiques decks. Donc c'est du deck préconstruit en fait. Hein. Ce qu'ils appellent deck de structure chez Yu-Gi-Oh par exemple. On a donc ici du Luffy, l'équipage au chapeau de paille. Nous avons ici ces ennemis / potes pirates. Ici les capitaines corsaires et ici Kaido. C'est un petit peu le grand méchant du moment. Le système de jeu est très proche de ce qu'on va trouver chez Dragon Ball Super, donc on est vraiment sur un système de jeu à la japonaise. C'est loin d'être aussi complexe que du Yu-Gi-Oh, c'est quand même assez accessible. En gros, vous allez avoir des cartes de personnages que vous allez pouvoir mettre en jeu qui vont combattre. Vous avez, vous, un commandeur avec des points de vie et des habilités de départ et qui vont permettre de jouer certaines couleurs de cartes. Donc par exemple, je crois que Luffy vous donne le droit de jouer du rouge et du vert par exemple. Et vous avez des cartes qui s'appellent des Dawn, qui sont des cartes d'énergie que vous allez pouvoir donc bien sûr dépenser pour faire venir d'autres cartes en jeu, donc soit des personnages, soit des cartes d'event, soit que vous allez pouvoir jouer pour améliorer vos personnages qui sont déjà en jeu, ou déclencher des compétences, des caractéristiques, enfin, des compétences en somme. Voilà l'idée, ils sont pas venus tout seuls évidemment, ces decks ils sont venus avec les boosters comme ceci. Donc je le répète, c'est de la VO, c'est de l'anglais, enfin c'est de la VO, non c'est pas de la VO parce que la VO est japonaise, mais c'est de l'anglais, il n'y aura pas de VF puisque en fait c'est bien les japonais, souvent quand ils font des choses aussi géniales que One Piece, parce qu'il faut savoir que c'est quand même, je pense, probablement le shonen le plus vendu au monde et en tout cas une des œuvres littéraires, on peut dire que c'est de la littérature, hein, la bande dessinée aussi quelque part, les plus vendues au monde. Eh ben, ils se doutent pas que ça pourrait intéresser le reste du monde, les japonais. Alors, ils se disent, bon, on va faire en anglais, puis le reste du monde se débrouillera bien comme ça. Bon, bah écoutez, on va se débrouiller comme ça. Bref, voilà, c'est à la boutique. Je ne vous garantis pas sur combien de temps est-ce que vous allez pouvoir les trouver à la boutique. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, nous avons tout vendu. Nous avons décidé de le faire comme nous le faisons souvent, de ne pas faire de réservation, de ne pas limiter parce que en fait le problème c'est que ça crée de la frustration chez vous, chez les acheteurs et un petit peu chez nous aussi et pourtant le jeu ça doit rester du plaisir, voilà, donc on en a quand même pas mal mais je vous garantis pas qu'au moment où vous passerez on en aura encore. Ça ne sert à rien de nous appeler pour nous dire les mettre de côté. Oui. Tu peux pas montrer tes cartes un peu? Bah oui, alors attends, parce que je vous montre un petit peu à quoi elles ressemblent en gros. Hein. Parce que oui, je suis un fan de One Piece, donc j'ai acheté des cartes, évidemment, évidemment. On va retrouver donc des points de vie. Alors comme c'est japonais, ils n'ont pas 5 points de vie. Non, 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 il y a 5000 points de vie. Oui, ça n'a aucun sens, mais voilà, c'est un peu le format japonais classique, avec donc une barre avec du texte. Vous avez un niveau de rareté qui est complètement alambiqué. Vous avez beaucoup trop de foils comme ceci. Et au final, c'est assez plaisant graphiquement. Graphiquement, on va pouvoir trouver 3 types de cartes. Il va y avoir les comme ceci, qui sont des illustrations exprès, donc ils ont payé des artistes pour faire des illustrations qui ne sont pas Eiichiro Oda et son équipe, qui sont des illustrateurs autres, pour faire des illustrations pour le jeu. Vous allez avoir des illustrations issues du manga,
et vous allez avoir des illustrations qui sont issues de l'animé. C'est souvent pas les plus jolies parce qu'en fait il y a des screens, donc à moins que ce soit vraiment une image très cool, en foil, brillante, etc. C'est souvent les moins jolies. Heureusement il y a quand même pas mal de créations originales comme ceci et il faut avouer que les cartes, dans l'ensemble, pas toutes, il y en a vraiment des pas très belles, mais dans l'ensemble elles sont vraiment jolies, voire même très jolies, pour peu évidemment que le manga ça vous parle. Voilà, c'est fini pour One Piece. Je crois que c'est à moi. Ok, allons-y. Oui, alors moi c'est pour les retours en stock. Voici le gros, le magnifique Cascadia qui a gagné le Spiel des Jahres. En plus j'ai fait allemand au lycée, honte à moi. Donc voilà, Cascadia, jeu de pose de tuiles, très familial, très accessible, très agréable. Maudit, petit jeu de devinette avec des contraintes pour faire deviner. Vous devez faire deviner neige en exactement 3 indices. Pas un de plus, pas un de moins. C'est plus dur que ce qu'il n'y paraît. Très bien récapitulé. Et Sea Salt and Pepper, le petit jeu de cartes de collection très apprécié par notre cher Théo Rivière et Bruno Catala. Il est aussi de retour en stock. Voici 3 magnifiques retours en stock pour cette période de Noël. Voilà. Donc, cette vidéo du vendredi se termine. Je ne sais pas combien de temps elle aura duré. C'est pas une des plus longues, c'est certain. En tout cas, c'est la dernière vidéo du vendredi de l'année, pas la dernière vidéo. Ne vous inquiétez pas, on vous abandonne pas complètement. Mais voilà, Alice vous l'a dit, il faut qu'on se concentre sur la boutique, puisque bah, c'est notre métier quand même avant tout, plutôt que faire des vidéos, même si on adore faire des vidéos et qu'on trouve que c'est très important. Et on veut être en forme pour pouvoir vous accueillir avec le sourire et avec efficacité, tout simplement. Et oui. Par contre, je continue mon travail sur Instagram. Donc, si vous êtes frustré des news, eh bien, venez sur Instagram. Vous aurez quelques infos sur les nouveautés de chaque semaine. Par exemple, vous saurez quand il y aura Wingspan Asie en boutique. Et oui, ça, on ne va pas vous le présenter dans la vidéo parce qu'il devait sortir cette semaine, mais il y a eu une méga feinte de conteneurs. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, on a fait un très joli focus, en tout cas. Ouais. Donc quand le jeu sort, bah, n'hésitez pas à vous remettre un petit coup de focus pour vous le rafraîchir. Voilà, mais je vous dirai tout ça dans les stories Instagram. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Et si vous êtes anti-Instagram, eh bien tant pis pour vous, mais venez quand même. Voilà. Alors après ça, eh bien on va pouvoir conclure avec, eh bien allez-y. Là, il y a le focus de hiérarchie. Donc à plus. Bye bye. Hey, coucou, salut, coucou. Nous voilà ici pour la présentation de Hiérarchie. Hiérarchie, un des futurs nouveaux magnifiques jeux de la gamme Microgames chez Matago qui a un franc succès pour plusieurs raisons. La collectionnite, beaucoup, souvent, mais aussi parce que il y a des très bons jeux et pour plein de types de joueurs et pour plein de configurations. Celle-ci sera dans la configuration 2 joueurs, un duel comme le dit le petit paquet noir, parce que voilà, dans la gamme Microgame, les pochons noirs sont les duels. Donc oui, c'est que à 2, c'est un jeu de Hugo Kawamata, magnifiquement illustré par Daniel Ido, c'est pour 15 minutes de jeu environ et à partir de 8 ans. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que donc que Hiérarchie? C'est un jeu dont le pitch est très vague et peu important, mais où en gros on va se disputer l'influence sur le royaume, voilà, en plaçant des personnages, voilà, tout simplement. On va avoir 14 personnages, ici, qui vont de 1 à 13, parce qu'on en a un, c'est l'imposteur, il a un point d'interrogation, voilà. Mais on a 14 cartes, elles sont toutes uniques, et elles ont juste un côté violet et un côté doré. Donc en début de partie, on va s'attribuer, voilà, tu seras le violet, je serai le doré. Hop, on va se distribuer 7 cartes. 3, 4, 5, 6, 7. Et moi j'aurai les 7 autres que je mets côté doré du coup. Et on les affiche. Donc tous les joueurs, nous deux, on connaît exactement ce que l'autre il a. On a aussi de magnifiques Z de jeu qu'on se donne à chacun qui va nous récapituler les pouvoirs et les valeurs de chaque personnage qui sont en jeu. Voilà, mon assistante Samantha est en train de vous montrer les magnifiques illustrations de Daniel Ido. Voilà, moi vraiment déjà je suis fanatique des illustrations. Ce qui participe grandement au fait que c'est un de mes microgames favoris de toute la collection, mais pas que. Vraiment, il a une richesse splendide. Comment ça fonctionne? C'est oui, quoi? pardon. Heureusement qu'il y a Samantha qui me redrive. Ils veulent savoir. Oui, ils veulent savoir. Donc maintenant qu'on s'est distribué les cartes, j'avais dit que t'étais violet, je suis dorée. Oui. Eh bien, on va jouer sur cette ligne-là. Voilà, vous avez une petite carte là qui dit ligne, et là il y a des fausses. Voilà, c'est très bien fait. Premier joueur va poser une de ses cartes, hop, sur la ligne. Et l'autre joueur devra poser une carte par-dessus qui a forcément une valeur supérieure
Et Sauf, oui. sauf que, voilà toute la richesse du jeu. Samantha, tu vas pouvoir faire aussi d'autres aperçus plus tard des pouvoirs. Tout Puisque, à fait. en fait, c'est un jeu de contraintes. Vous allez poser des cartes, soit en respectant la grandeur croissante des chiffres, soit en respectant aussi les conditions de pose. Parce qu'il y en a qui vont dire, vous pouvez la placer dans la file que si la file, elle a pas plus de 7 cartes. Là, par exemple, j'ai deux cartes qui vont Ouais. très bien représenter ce Ok, que tu dis. vas-y. Ici, par exemple, La reine. j'ai la reine qui a une valeur de 12. Le problème, c'est qu'elle ne peut être jouée que si la baronne est présente dans la ligne. Ah, elle n'est pas présente, là, j'ai Se que le grand trouve- prêtre. De base, j'aurais pu la jouer parce qu'elle a une valeur de 12, supérieure à 11. Mais son effet est plutôt une contrainte, donc je peux pas le jouer. En revanche, j'ai l'assassin qui a une valeur de 1, qui dit qu'il peut être joué sur n'importe quelle autre... peut être joué sur n'importe quelle carte, autre que la tour et le lépreux. C'est-à-dire que je peux donc le jouer sur le grand prêtre, Tu peux me le jouer et dessus. du coup c'est juste la tour et le lépreux qui me bloquent. Bah, Donc, vas-y. là je joue l'assassin sur le grand prêtre. Ok, bon, j'avais prévu ça parce que je sais qu'est-ce qu'il a. Eh Et oui. donc moi j'avais prévu de jouer quelque chose d'autre qui peut se jouer par-dessus. Bon, soit une plus grande valeur, hein, soit sur, ne peut être joué que si la ligne a au minimum cette carte par exemple. Vous voyez, je suis déjà un peu bloqué. Oui. Et en gros le but c'est ça, c'est de bloquer l'autre. Dès que l'adversaire ne peut plus jouer de cartes, ou n'en a plus, parce qu'il y a des effets qui font défausser ou des choses Oui. comme ça, eh bien on a gagné, voilà, le but c'est vraiment de le coincer. Je t'ai coincé, à chaque partie je t'ai coincé Non, on l'a pas fait bien beaucoup. séné... Oh On l'a pas fait si, beaucoup. si, je crois même que j'ai gagné aussi contre On Antoine. va faire une partie là, si tu veux. Et ils seront témoins. Ouais, non là j'ai un faux départ, là j'ai mis Bien 1, j'ai sûr. même pas réfléchi. Mais voilà, la richesse va vraiment venir à ce combo de cartes, enfin, pas vraiment un combo, c'est vraiment une sorte de synergie au niveau de l'effet des cartes. Et de l'anticipation aussi. En Et fait. de l'anticipation, comme vous contrôlez énormément ce qui va se faire, puisque toutes les cartes sont affichées, et il n'y en a pas plus, il n'y en a pas des défaussées secrètement en début de partie, elles sont vraiment toutes là. Donc c'est un contrôle énorme en essayant de se dire, ok, je vois qu'il a ce personnage-là, qui peut être joué, par exemple, on avait dit, par exemple, le dragon et le chevalier. Le dragon, il peut être joué sur la baronne, alors que la baronne, elle dit qu'elle peut... Enfin, la baronne, elle est à 10, et le dragon, il est à 9. Mais le dragon peut quand même se jouer dessus, parce qu'il dit qu'il peut. Et moi, j'ai le chevalier, qui est à 6, et qui, donc plus petit que le dragon à 9, mais il y a marqué, peut être joué sur le dragon. Donc, j'ai gardé mon chevalier en anticipation, en me disant, bon, je garde mon chevalier pour quand lui, il va jouer son dragon. Comme ça, je pourrais jouer mon chevalier. Et c'est vraiment tout un jeu comme ça qui me fait penser beaucoup à Oriflamme, dans le sens où en fait c'est une pose de cartes qui va surtout dépendre de ce qui a été joué précédemment dans la ligne, et les pouvoirs que vous posez vont dépendre de tout ce qui est déjà présent ou pas encore dans cette ligne-là. Si ce n'est que tu as même beaucoup plus de contrôle Ah oui. que Oriflamme, parce qu'Oriflamme, il y a quand même une part d'aléatoire. Oui, qui est là parce que et- c'est et caché, totalement, voilà, là c'est pas caché, là vous là, jouez là, tout à découvert. Mais c'est vraiment, moi je le compare à ça, alors que j'aime pas Oriflamme, hein. Mais je le compare à ça parce que c'est très très riche, avec juste des cartes, avec des valeurs, et maximum 4 lignes d'effet à lire. Ouais. Vraiment c'est les maximums. Donc en gros c'est vraiment très très simple, vous jouez une carte, valeur et ou condition. C'est la force des microgames en fait. Ouais. Quand ils arrivent à faire des tout petits jeux vraiment de 15 cartes, 15 quand on les aide de jeu en fait. Ouais. Mais voilà, Je vais dire ça. un petit jeu. Il me semble que tu avais dit 15, mais c'était Non, j'ai dit 14. Ok, pardon, mais voilà. Mais en gros, avec 7 et 7. très peu de cartes, faire un jeu aussi riche, c'est vraiment tout C'est l'intérêt de la gamme des microgames. C'est vraiment, moi j'ai adoré univers, même si le pitch est pas très présent, mais on sent vraiment un univers. Là t'as déjà un médecin de la peste, je sais que t'adores Oui, ça. j'aime beaucoup. Voilà, les dessins sont ouf, le matos c'est très bien pensé, entre juste même carte côté violet et côté doré. C'est tout con, mais Ouais. je trouve ça trop bien. Et c'est minimaliste et très riche. Donc très clairement, moi, il fait partie de mes 3 favoris de toute la gamme microgame, en comptant même les futures sorties, parce que nous les avons en méga avant-première. Celui-là, là, qu'on vous présente, il sort en 2023, on sait pas trop quand. Et Thomas, de Matago, nous avait déjà déposé le proto à l'époque, qui était encore dans un petit pochon en plastique. C'est avec ce magnifique proto que j'avais pu t'éclater à plat de couture, voilà, plusieurs fois d'affilée. Mais du coup, là, vous avez une belle avant-première quand même dans ce focus. Et j'espère qu'il vous a plu et que ce jeu vous enjaille autant qu'il m'enjaille. Et on vous dit à bientôt, À bientôt. chez Jeux des cartes Bordeaux.